La vertu, ça devrait être l'académie. Je préfère d'ailleurs cette... Monsieur le Préfet, représentant Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, Monsieur le Vice-président du Conseil d'État, Mesdames, Messieurs, chers confrères, la séance solennelle de rentrée des 5 académies perpétue la tradition célébrant la création de l'Institut de France par la loi du 3 Brumaire en 4, c'est-à-dire le mardi 25 octobre 1795, à l'occasion d'une séance plénière se tenant depuis lors le mardi le plus proche de ce point d'origine. La tradition m'impose encore le premier et triste devoir de rappeler le nom des membres, associés étrangers ou correspondants français et étrangers, qui nous ont quittés depuis notre séance du 26 octobre 2010. À l'Académie française, nous ont quittés Madame Jacqueline de Romilly, qui était également membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et messieurs Jean Dutour et Michel Maure. L'Académie des inscriptions et belles-lettres a été particulièrement affectée. Elle a perdu Claude Nicollet, André Laronde, Louis Bazin, Emmanuel Poul et Jean Leclan, qui en fut le secrétaire perpétuel pendant 28 ans. Parmi ses associés étrangers, Siegfried Linhardt et Herbert Franke. Parmi les correspondants, Denis Sinor, Jean-Charles Perrault, Roger Agache, et parmi les correspondants étrangers, Oleg Grabar, Alessandro de Magret, Thomas Garnett Harry James. À l'Académie des sciences, Philippe Flageolet, Jean Tirouflet, Pascal Ribot-Gaillon, Anatole Abragam, Marc Jeannereau, Pierre Lelon. À l'Académie des beaux-arts, Michel Foliation, et parmi ses associés étrangers, Seiichiro Ujie. Parmi ses correspondants, Marc Gaillard, Hervé de Fontmichel et Shurio Sato. L'Académie des sciences morales et politiques a été exceptionnellement épargnée par les parcs cette année. Elle n'a perdu aucun membre. Par contre, parmi les associés étrangers, elle a perdu l'archiduc Otto de Habsbourg-Lorraine et parmi les correspondants, Xavier Degnaud et Claude Raymond. Nous saluerons avec respect leur mémoire en pensant au rôle qu'ils ont joué au sein de nos compagnies. Je vous remercie de bien vouloir vous lever. Portez, sabre. Présentez, sabre.
La tradition veut enfin que le bureau de l'Institut choisisse un thème et le propose à traiter par un délégué de chaque académie. Le thème retenu cette année est le virtuel. La pensée européenne, depuis les Grecs, a privilégié les polarités contradictoires, l'être et le non-être, le corps et l'âme, la matière et la pensée, le conscient et l'inconscient, la guerre et la paix, le juste et l'injuste, etc. Certaines polarités plus rares sont complémentaires, dont la plus remarquable et la plus énigmatique oppose et conjoint le virtuel et l'actuel, la puissance et l'acte en langage aristotélicien. Le virtuel est ce qui n'existe pas déjà, mais pourrait exister, ce qui suppose qu'il soit aussi réel de quelque manière, alors que l'actuel existe encore avant de n'exister plus, ce qui impose qu'il soit également irréel de quelque façon et contingent. Entre le virtuel et l'actuel se place le moment essentiel de l'actualisation, encore plus énigmatique, car comment expliquer que quelque chose puisse advenir à l'existence hors de l'inexistence? On peut plaider que le virtuel, l'actualisation, l'actuel et le contingent sont au cœur de l'ontologie et que toute métaphysique consistante est une méditation rationnelle sur l'être et le devenir, car telle est l'alternative fondamentale dont le couple formé par le virtuel et l'actuel est l'expression la plus saillante. De quelle manière le virtuel réussit-il à être réel sans exister? Il résout le dilemme en commençant par n'être pas impossible. David Hilbert tenait pour réel tout objet mathématique qui n'est pas logiquement contradictoire. On peut généraliser cette position et soutenir que le mode originel d'exister du virtuel est de n'être pas impossible en tant qu'il ne contient aucune contradiction logique. Le virtuel est donc possible, ce qui n'est pas rien, mais peu au regard de l'existence. Pour s'en rapprocher davantage, il faut que le possible devienne effectuable, ce qui suppose que soient réunies les conditions qui en favorisent l'effectuation. Elles doivent être inscrites dans la réalité pour exercer leur vertu. De logique qu'elle était, la réalité du virtuel en est rendue conditionnelle. Mais les conditions de possibilité requises peuvent être nombreuses et complexes et se trouver dans des états variés de consistance et de réalité. Pour gagner l'existence, le virtuel doit encore franchir une étape supplémentaire et devenir potentiel, au sens où il bénéficie de la réunion actuelle de toutes les conditions de son effectuation dans la réalité. Retenir 3 étapes dans l'aventure ontologique du virtuel, le possible, l'effectuable et le potentiel, n'est qu'une commodité de langage arbitraire, car elles ne sont séparées par aucun seuil tranché. Il faut les considérer comme un continuum de nuances indéfiniment étendues entre le non-impossible et le réel. Mais, avant d'y accéder, le virtuel doit encore affronter un obstacle inattendu. Il faut que son avènement à l'existence soit imprévisible aussi peu que ce soit. Si, en effet, il était absolument prévisible, il serait nécessaire. Mais si le virtuel est nécessaire et trouve en lui-même ses raisons et ses conditions d'exister, il perd son statut de virtuel pour exister de toute éternité. Le Dieu de la Bible n'est pas virtuel, ni l'Atman brahmanique, ni le Tao chinois. Il faut donc que le virtuel soit non nécessaire, c'est-à-dire contingent. Quant à l'actualisation du virtuel et à son effectuation dans le réel actuel, plusieurs modes peuvent être conçus et vérifiés par l'expérience. Dans l'un, le virtuel se présente au seuil de l'existence avec tous les traits et les caractères qui seront les siens, s'il réussit à dominer l'imprévisible. Le peintre, le sculpteur, le graveur, l'architecte, l'ingénieur ont la capacité et la liberté de mettre au point des programmes et de se les figurer mentalement jusque dans le dernier détail avant de passer à l'exécution. Elle consiste à copier, c'est le sens vrai de la mimésis aristotélicienne, le modèle mental avec des éléments matériels tirés de la réalité. Le mode de la préfiguration et de l'exécution trouve son application la plus conforme à l'âge de la production et de la reproduction industrielle.
au pôle opposé à celui de l'exécution du virtuel dans l'actuel, on peut isoler un mode d'actualisation aléatoire dont l'expression la plus pure est le hasard au sens de Cournot, l'intersection de deux ou plusieurs séries indépendantes de causes. Le virtuel entre dans le réel en quelque sorte par effraction. Mais un chaos cesse d'extraire de l'aléatoire du virtuel s'il est guidé par un attracteur, aussi discret soit-il. Dès lors, un mode très différent d'actualisation s'impose, où le virtuel est inventé tout au long d'un procès d'exploration. Le sens de l'exploration et le contenu de l'invention ne sont connus qu'à la fin et rétrospectivement. Le résultat est, à la fois et sans contradiction, imprévisible et intelligible, ce qui permet au virtuel de remplir l'exigence de non-nécessité et de contingence que son statut ontologique lui impose. Dans ces trois modes de l'exécution, de l'effraction et de l'exploration, l'actualisation fait sans doute accéder le virtuel à l'actuel, mais elle y réussit en lui infligeant une précarité irréductible. La précarité des objets du réel leur vient de ce qu'ils ne sont pas nécessaires ni cause d'eux-mêmes, et ils en sont marqués par l'entremise du virtuel qu'ils ont commencé par être. Il faut donc que le réel contienne du virtuel. Il se soumet à cette contrainte logique selon trois modes. L'un est l'inachèvement et l'imperfection, qui, en affectant le réel d'un déficit d'être, inscrivent en lui du virtuel à effectuer encore plus avant dans le sens de la complétude et de la perfection. Un autre mode est constitutif de la précarité elle-même. Comme rien de ce qui existe n'est absolument nécessaire, tout est contingent et virtuellement aboli. L'actualisation du virtuel en actuel ne peut être que transitoire. De ce fait, les existants éphémères saisissent un troisième mode en étant déjà virtuellement ce qu'ils seront quand ils auront quitté l'existence. Les destins virtuels sont variés. L'accès, peut-être, à l'éternité, le recyclage, la transformation ou la disparition. Celle-ci a rapport au virtuel d'une manière inattendue, en renvoyant au statut de virtuel non pas les existants en tant qu'individus, mais comme matérialisation ou incarnation de forme. En effet, que sont les dinosaures devenus? Pris un à un, ils ont disparu à jamais. Mais l'ordre des dinosauriens est, lui, retourné dans le virtuel, d'où un jour, quelque part, dans cet univers-ci, dans un univers parallèle ou dans un univers successeur, il pourrait redevenir possible, effectuable, potentiel et actuel. Par un paradoxe intelligible, il apparaît que le virtuel l'emporte sur l'actuel, sinon en densité, du moins en continuité d'être. Dans le cadre du sublunaire, et sauf à postuler une création ex nihilo, la matière et la forme, pour reprendre une autre polarité classique, sont perpétuelles, la première actuellement et la seconde virtuellement. C'est leur conjonction en matières informées ou en forme matérialisée qui produit l'éphémère, une conjonction qui ne peut s'opérer que par les avatars du virtuel tendus vers l'actuel et par la médiation de singularités et d'individus toujours imprévisibles quelque peu. Finalement, la dialectique du virtuel et de l'actuel, saisie dans ces moments successifs, est le moteur du devenir qui emporte le réel, dont il résulte que celui-ci est nécessairement historicisé. Dans l'état actuel des connaissances, le réel semble distribué en 4 règnes, mathématiques, physiques, vivants et humains. Il apparaît aujourd'hui qu'ils sont tous les 4 effectivement historicisés et donc susceptibles de donner lieu à des explications historiques. L'histoire des mathématiques est celle du déchiffrement du réel mathématique par le décodage du langage mathématique dans lequel il est écrit. L'histoire du règne physique ou cosmogonie est la révélation bouleversante délivrée par les développements des sciences physiques au XXe siècle. L'histoire du règne vivant ou biogonie a été la percée mémorable opérée par les sciences biologiques au XIXe siècle.
Quant à l'histoire du règne humain ou anthropogonie, on peut en assigner l'intuition juste au XVIIIe siècle. Or, du fait même de la prégnance du virtuel sur l'actuel, toute histoire est de fondation imprévisible et intelligible, si bien qu'il faut attendre qu'elle soit advenue pour espérer pouvoir l'expliquer et l'écrire. Mais, par le fait même, il est impossible, au sens le plus fort de logiquement contradictoire, de prédire avec confiance les développements à venir et encore moins leurs péripéties. Toutes les histoires sont ouvertes et le sont d'autant plus que le terme retenu est plus long. Pour le présent, il me revient de donner la parole aux orateurs délégués par leurs académies respectives et de les inviter à inscrire leur conception propre du virtuel dans les annales de l'Institut. La parole est maintenant à M. Michel Pébreau, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour son discours qu'il a intitulé « La finance ne serait-elle qu'un monde virtuel ?» La crise actuelle n'a pas de précédent. Elle intervient à un moment où la globalisation a créé des interdépendances fortes entre toutes les économies. Et partout dans le monde, l'opinion vit ces rebondissements en temps réel grâce aux nouvelles technologies de l'information. À ses yeux, cette crise trouve son origine dans l'emprise croissante que la finance, et plus particulièrement les marchés, exerceraient sur la vie économique. Au niveau macroéconomique, les États auraient abandonné au marché de l'argent le pilotage d'équilibres collectifs essentiels. Il en résulterait des choix logiques du point de vue du système financier, mais contestables d'un point de vue plus général. Le rapport à la réalité microéconomique serait quant à lui faussé par le développement explosif et autonome de la sphère financière, qui ne se ferait plus au service du monde de la production de biens et de services, mais à son détriment. La finance ne serait-elle devenue qu'un monde virtuel, distinct de l'économie réelle? En fait, le choix du marché pour la finance a contribué à une vingtaine d'années de forte croissance et de relative stabilité des prix dans le monde. Ce qui est à l'origine de la crise, ce n'est pas ce choix, mais bien une foi excessive dans l'efficience du marché. Les États ont un rôle important à jouer pour que la finance soit tout entière au service de la croissance et de la stabilité financière. Le choix du marché pour la finance a contribué à la croissance et à la maîtrise de l'inflation pendant les 20 années qui ont précédé la crise. La décision de la communauté internationale dans les années 70 de s'en remettre au marché pour fixer la valeur des monnaies est à l'origine du basculement dans un nouveau monde financier. Jusqu'alors, la valeur de la monnaie relevait du pouvoir régalien. Chaque pays fixait une parité par rapport au dollar, supposé convertible en or, et devait maintenir le taux de change sur les marchés dans des limites de fluctuation strictes. En cas de difficultés sérieuses, il fallait dévaluer ou réévaluer. Au niveau international, l'or restait en théorie la monnaie de référence. Ce système a volé en éclats à la suite des bouleversements provoqués dans l'économie mondiale par le choc pétrolier de 1973. Pour assurer l'adaptation des économies, il est apparu indispensable de les libérer des contraintes des parités fixes et de la référence à l'or. Celui-ci est démonétisé, la valeur d'une monnaie ne se décrète plus, elle est constatée par un marché sur lequel elle flotte. Le développement de la finance de marché a été accéléré par la révolution des technologies de l'information. Dans les années 80, à la suite des États-Unis, les pays avancés ont déréglementé, décloisonné et désintermédié leurs activités financières pour attirer les capitaux nécessaires à leur développement. Les marchés, jusqu'alors essentiellement nationaux, se sont globalisés. Ils ont exploité immédiatement les progrès des technologies de l'information. C'est que l'objet même de la finance, l'argent, peut être traité comme une information numérique. La finance est devenue un univers électronique. À la criée des agents de change ont succédé des marchés dont l'unité de temps est la microseconde, qui assurent l'accès direct des professionnels du monde entier via Internet et qui fonctionnent sans interruption. Les marchés ont multiplié les innovations et apporté leurs propres réponses aux besoins de l'économie, pour le financement et pour la gestion de l'épargne, mais aussi pour la couverture des risques, avec la création des produits dérivés.
ils en sont venus à assurer l'essentiel du financement des économies américaines et britanniques, alors que c'est l'intermédiation bancaire qui occupe toujours cette place en Europe. La sphère financière a répondu aux besoins du monde de la production. Elle a alimenté le moteur de la croissance, l'essor des échanges. Elle a géré au niveau international l'argent des uns, là où ils épargnent, et elle l'a mis au service des autres, là où ils investissent. Elle a favorisé la constitution et le développement de grands groupes internationaux créateurs de richesses, d'innovation et d'emplois. Elle a financé la croissance économique des pays avancés et l'émergence des pays qui abandonnaient l'économie centralisée. Elle a aussi aidé les pays avancés à maîtriser le fléau de l'inflation. Ces pays ont fait de la stabilité des prix un objectif essentiel de leur politique monétaire. Le panier de biens et services du consommateur a succédé à l'or comme garant de la stabilité de la monnaie. La finance de marché a ici joué un rôle positif de gendarme pour assurer le respect des engagements pris en matière d'inflation. En se globalisant, la sphère financière a ainsi su accompagner, au sortir des 2 chocs pétroliers, une période de croissance économique, de progrès social et de paix au niveau mondial. Dans l'enthousiasme de ces années de croissance, une foi excessive dans l'efficience des marchés a conduit à oublier l'importance de la confiance pour la stabilité financière. Pour assurer la confiance, maîtriser l'inflation ne suffit pas. Il faut aussi de la rigueur, tant dans la gestion macroéconomique des grands équilibres que dans celle microéconomique de la sphère financière. La valeur d'une monnaie finit toujours par représenter la santé et les grands équilibres de l'économie qui l'a créée. Les accords de Bretton Woods l'affirmaient dès 1944, la condition de la stabilité monétaire au niveau international est que chaque pays conduise des politiques assurant l'équilibre structurel de ses paiements courants. Ce principe a été négligé. Les États-Unis ont pratiqué des politiques de facilité monétaire et se sont installés dans le déficit extérieur. C'est là l'une des causes de la crise financière. Pour assurer la confiance dans sa monnaie, chaque pays doit en outre gérer avec rigueur ses finances publiques. C'est pour cela que l'euro a été adossé à un pacte de stabilité et de croissance qui limite strictement déficit budgétaire et dette publique des États qui l'ont adopté. La gestion des finances publiques n'a pas été partout assez rigoureuse pendant les années de croissance. La crise a aggravé la situation. C'est l'origine des difficultés actuelles de la zone euro, comme de la dégradation de la notation de la dette américaine. Par ces excès, la finance porte une lourde part de responsabilité dans la crise que le monde est en train de traverser. La monnaie a pour contrepartie les crédits accordés à l'économie. C'est le rôle de la sphère financière que d'analyser, de prendre et de gérer les risques financiers générés par l'activité économique, d'être une véritable centrale de risque. Or, aux États-Unis, les crédits subprime, hors normes, n'ont pas pu être remboursés. Ils n'auraient donc pas dû être accordés. Les produits structurés complexes qui se sont révélés toxiques n'auraient jamais dû être fabriqués ni achetés. Les établissements responsables de ces erreurs ont failli à leurs devoirs, tout comme leurs superviseurs qui ont été créés pour les contrôler. Il s'est en effet produit une mutation. L'accès au crédit s'est banalisé, au point que certains ont pu penser qu'il était devenu illimité. Par exemple, pour les particuliers aux États-Unis ou en Irlande, ou pour les États dans la plupart des pays avancés. Et puis, certaines banques se sont mises à échanger des produits financiers pour leur propre compte, trop souvent pour spéculer. Une sphère financière autonome a enflé, atteignant des volumes sans commune mesure avec les besoins de l'économie réelle, notamment pour les produits dérivés. Cela a conduit à des niveaux de profit et de rémunération des spécialistes que l'opinion n'accepte plus, et aussi à des excès, voire des abus, qui n'ont pas été assez condamnés. De plus en plus sophistiquée, la finance de marché s'est en outre appuyée sur des modèles pour valoriser ses actifs et pour analyser ses risques. Mais ces modèles ne sont qu'une représentation de la réalité, une maquette simplifiée qui est utile en règle générale, mais qui peut se déconnecter du réel lorsque l'on s'éloigne des conditions normales. Une partie de la sphère financière s'est ainsi installée dans son propre monde, fait de modèles, et où la finance est devenue une fin en soi, et non un instrument au service des clients. Un univers virtuel replié sur sa logique interne. La quasi-fermeture des prétendus marchés de certains produits financiers a déclenché un mouvement de défiance qui a failli déboucher sur une crise systémique en 2008. Le réveil a été douloureux, mais salutaire.
Ce sont l'utopie des marchés efficients et sa traduction comptable, la fair market value, qui ont entraîné une partie de la finance dans cet univers virtuel. L'utopie de l'efficience des marchés est née d'une simple hypothèse formulée par un professeur de l'Université de Chicago. Dans un marché efficient, disait Eugène Fama en 1970, la concurrence entre de nombreux investisseurs intelligents conduit à une situation où, à tout instant, le prix effectif du titre est une bonne estimation de sa valeur intrinsèque. La meilleure prédiction que l'on puisse faire sur le prix futur d'un actif financier serait donc son prix de marché présent. Ce qui était une hypothèse est devenu le postulat sur lequel, aux États-Unis, le courant économique dominant et les banques d'investissement ont construit le socle intellectuel d'un univers virtuel de la finance. L'hypothèse a été intégrée dans les outils de décision de financiers. Plus grave, des responsables d'entreprises cotées se sont focalisés sur la valeur boursière de leur société. Analystes financiers et investisseurs les ont poussés à des gestions de court terme plutôt qu'à des stratégies de long terme. Pourtant, cette hypothèse ignore les nombreux facteurs qui affectent la rationalité des acteurs, en particulier leur mimétisme et leur instinct grégaire, qui sont générateurs de bulles et de crises. Et puis, avec leur volatilité croissante, les marchés sont de moins en moins susceptibles de fixer la valeur fondamentale des actifs financiers. La théorie des marchés efficients a entraîné une partie de la finance dans un monde parallèle dont le seul guide est le prix du marché. Les conséquences ont été d'autant plus lourdes que l'influence de ce courant a conduit les normalisateurs comptables à imposer aux entreprises un système fondé sur le principe dit de la full fair market value. Pour les tenants de cette nouvelle orthodoxie comptable, la seule valeur juste, fair, d'un actif est sa valeur de marché. Toute variation du prix de marché d'un actif doit avoir un impact direct sur les comptes des entreprises qui le détiennent. Ce principe a joué un rôle central dans l'accélération et l'élargissement de la crise financière. Les instruments dont le marché s'est quasi fermé à partir de l'été 2007 n'ont plus eu de valeur juste, faute de valeur de marché. Comment les comptabiliser ? C'est ainsi que la défiance s'est installée. L'application de ce principe explique aussi l'inquiétude qu'ont récemment suscité certaines dettes publiques européennes. L'augmentation de leurs primes de risque conduit à une dépréciation comptable des emprunts des investisseurs qui les détiennent. Le monde virtuel de du marché efficient et les nouveaux dogmes comptables ont ainsi fini par affecter l'économie réelle. Les États ont un rôle important à jouer pour que la finance soit tout entière au service de la croissance économique et de la stabilité financière. Il ne s'agit naturellement pas d'ignorer l'importance du rôle et des messages des marchés. Ce qui est souhaitable, c'est que les États retrouvent leur indépendance et que les conditions de la stabilité financière soient rassemblées. Maîtrise des finances publiques et coordination des politiques économiques sont les conditions de l'indépendance des États par rapport au marché. Les politiques des États sont aujourd'hui jugées par les marchés au travers d'indicateurs plus ou moins étranges, des notations, des spreads, des CDS de leurs dettes, et aussi par les variations de la valeur de leur monnaie et sa volatilité. Cette situation, difficile à supporter pour des élus, est la conséquence d'une réalité. Certains États sont trop endettés. Les investisseurs s'interrogent sur la soutenabilité de leurs dettes. C'est légitime, car ils gèrent pour la plupart l'épargne du public. Ils sont responsables de la sécurité de leurs placements. Pour retrouver leur indépendance, il faut et il suffit que les États qui l'ont perdue maîtrisent leur dette publique et assurent l'équilibre sur un cycle économique de leur budget. C'est ce que, pour la plupart, les pays de la zone euro ont, enfin, entrepris de réaliser. Quant à la stabilité des marchés d'échange, elle suppose que les déséquilibres structurels des échanges internationaux soient corrigés. L'existence de la monnaie unique nécessite un renforcement significatif de l'union économique. La zone euro l'a engagé. Il faut aussi faire rapidement progresser l'union politique qui en est l'aboutissement logique. Quant au rééquilibrage de l'économie mondiale, il passe par une coordination effective des politiques économiques et monétaires au niveau international. Le groupe des 20 peut être l'instance adaptée pour la réaliser. Il faut aussi assurer les conditions de la stabilité financière, sans oublier l'exigence de la croissance économique. C'est d'abord aux responsables des entreprises et des activités financières de tirer les leçons de la crise. Ce sont eux qui doivent rappeler à ceux qui les auraient oubliés les principes d'éthique de la finance et sa mission qui est de servir l'économie. Mais pour assurer la stabilité financière, il faut aussi, à la fois, réguler la finance et en finir avec l'illusion du tout marché.
La nécessité d'une bonne régulation dans ce domaine est une leçon de l'histoire. La crise vient de le rappeler. La nouvelle régulation doit être organisée au niveau mondial. En effet, il existe désormais une véritable planète financière. C'est la mission assignée au comité de Bâle pour les activités des banques. Les règles qu'il est en train d'élaborer doivent s'appliquer partout. Les régulateurs prévoient de s'intéresser aussi au fonctionnement des marchés, notamment pour les produits dérivés, aux agences de notation et surtout au shadow banking, la finance parallèle, qui continue de se développer. Il ne faudrait pas que les réformes débouchent sur des règles si contraignantes pour le crédit qu'elles auraient pour résultat de contraindre l'Europe à être de plus en plus dépendante des marchés pour son financement, selon le modèle américain. Les nouvelles régulations ne doivent pas détourner la sphère financière des placements de long terme, qui sont indispensables au développement de l'économie. Enfin, s'il faut tirer toutes les leçons de la crise au niveau de la régulation, il faut surtout assurer un contrôle efficace de la finance en renforçant pouvoirs, moyens et compétences techniques de ses superviseurs. Et puis, il faut en finir avec l'illusion du tout marché. La volatilité actuelle des marchés et leurs excès démontrent chaque jour l'inanité de l'hypothèse du marché efficient. La valeur instantanée de marché est incontestablement la juste valeur pour les activités des professionnels de marché, mais pour elle seule. La comptabilité doit désormais apprécier la qualité de la gestion des responsables d'entreprise. Il faut rendre à la stratégie la place qui doit être la sienne dans cette gestion. Il est irrationnel de pénaliser les placements de long terme. Bref, le traitement comptable des actifs stables ne doit donc plus être soumis à la tyrannie de la valeur instantanée de marché. La sphère financière est entrée l'une des premières dans la globalisation. Certains se sont imaginés que le monde devait s'organiser à partir du postulat du marché efficient, autour des seuls marchés. L'expérience a montré que ce modèle était inadapté et qu'il risquait de déboucher sur des crises de confiance généralisées. Faut-il pour autant renoncer au marché ? Certainement pas. Le marché est indispensable à l'exercice de la liberté économique, de la liberté d'entreprendre. C'est un outil irremplaçable, un moyen d'allocation des ressources simple et décentralisé, et aussi un détecteur intraitable des promesses non tenues, des erreurs dissimulées, un contrepoids à l'opacité de certains acteurs, publics ou privés. Il a bien des défauts, mais il reste pour l'économie, comme la démocratie pour la politique, la moins mauvaise des solutions. Mais la liberté ne peut être durablement assurée sans responsabilité, en matière bancaire comme dans tous les autres domaines. Pour la finance, la responsabilité, c'est de corriger certains errements et de se concentrer sur sa mission, servir ses clients et l'économie, et assurer avec efficacité son rôle d'intermédiaire financier. Pour tous ceux qui ont besoin de financement, les États, comme le secteur privé et les particuliers, la responsabilité, c'est de ne pas oublier qu'ils utilisent l'argent des autres et qu'il leur faut le rembourser. Pour que toute la finance remette ses virtualités au service de la création de prospérité réelle, il faut encadrer la liberté du marché par la régulation et le contrôle de ses acteurs. C'est là la tâche d'États forts et responsables. À l'heure de la globalisation, c'est à l'échelle de notre planète que les règles doivent être fixées. Merci. Merci, chers confrères. La parole est maintenant à Monsieur Aymeric Zublena, délégué de l'Académie des Beaux-Arts, pour la lecture de son discours intitulé « Architecture virtuelle ». Par métier, j'invente des formes et j'organise des volumes où pesanteur et inertie dictent leurs lois. J'utilise ces outils de l'immatériel qui donnent accès à l'espace virtuel, ces logiciels qui libèrent ou semblent libérer l'architecte de la rude contrainte d'affronter, de composer, de vaincre l'inertie. Dans la pesante réalité des masses qu'il met en œuvre, l'architecte invente des équilibres d'où naissent des volumes et des espaces improbables. Cet aboutissement s'est toujours fait au prix d'une lente démarche, au gré d'une déambulation intellectuelle qui, de la perspective originelle, image virtuelle d'une architecture en devenir, fera jaillir l'œuvre dans la matérialité ultime du dernier béton coulé ou du dernier boulon serré. Aujourd'hui, de puissants outils informatiques permettent à des vitesses sans cesse croissantes de créer
et de parcourir des architectures virtuelles. Ces espaces qui n'ont d'autre réalité que celle du regard sont en théorie libres d'accès au premier venu, espaces transformables, manipulables, si le désir prend à l'un des visiteurs de jouer à l'architecte. De cette mathématique savante, de cette virtualité, peut-il naître une architecture inspirée d'une nouvelle conception de l'espace ? Le philosophe Pierre Lévy parle de ces liens qui unissent aujourd'hui virtualité de l'informatique et réalité de l'architecture lorsqu'il écrit « Notre temps préfère les modèles aux objets parce que l'immatériel est dépourvu d'inertie ». Il existe des architectures virtuelles qui ne visent pas à s'accomplir dans le réel, mais dont l'approche conceptuelle, l'expression formelle et les objectifs ont évolué dans le temps. Cette expression est en effet antérieure à l'apparition de l'ordinateur et renvoie à d'autres interprétations de la virtualité qu'il faut au moins évoquer. Virtualité des projets utopiques des architectes révolutionnaires du XVIIIe siècle, rêve fou de l'architecte ermite Paolo Soleri, recherche de philosophes, d'architectes et d'ingénieurs des années 70 qui explorent des champs techniques et esthétiques porteurs des réalisations futures qui marquent la fin du XXe siècle. Architecture de papier de l'époque soviétique. Je dirais quelques mots de toutes ces manifestations. Architecture virtuelle, celle d'aujourd'hui, née d'un usage nouveau de l'informatique. Architecture qui tend vers l'abstraction, qui semble faire fi de l'inertie, de la gravité, de la densité de la matière. Suivre ce cheminement étrange, qui va du crayon à l'écran d'ordinateur, c'est évoquer les voies multiples de la création architecturale, l'alternance du virtuel et du réel dans l'élaboration du projet. Dans ses recherches initiales, dans ses tâtonnements inspirés, l'architecte explore avec ses outils traditionnels, le crayon, la plume, la maquette, tous les espaces, les volumes, les formes que son esprit imagine et que sa main dessine ou manipule. Volumes et formes où viendront se loger les fonctions qui constituent la ville. Paul Andreu parle de ces dessins dont il a rempli 60 carnets. Dessins, dit-il, je le cite, qui étaient à l'origine des projets, ceux qui découvraient, notaient ou mieux provoquaient une idée, un principe, un simple désir parfois. Quelque chose gisait en eux d'obscur qui faisait leur charme pour ceux qui ne pouvaient pas comprendre leur raison ou leur utilité. Dans un raccourci excessif, je dirais que l'architecte s'exprime alors au moyen de cette perspective initiale qu'évoque Léon Baptiste Alberti et que Filippo Brunelleschi explore au baptistère de Florence. Cette première perspective est importante, puisqu'elle est, même si l'expression n'est pas employée, la première manifestation d'une architecture virtuelle, d'une architecture en devenir. En effet, pour l'architecte de la Renaissance, ce premier tracé de lignes de fuite ne remplace pas le modello, la maquette, instrument dont la matérialité lui confère le statut d'outil de chantier plutôt qu'outil de représentation. Elle est, cette perspective initiale, un moyen nouveau d'exprimer le caractère intellectuel de l'architecture. Elle naît d'une réflexion abstraite, elle n'est pas une peinture. Pour exprimer ce concept, Brunelleschi se sert d'un miroir, plus exactement d'une plaque d'argent poli où se reflète dans la représentation virtuelle du baptistère de Florence la réalité mouvante des nuages qui parcourent le ciel surplombant l'édifice. Des philosophes et des historiens verront d'ailleurs dans ce premier mode de représentation virtuelle l'interprétation d'un monde idéalisé. Déthéologisé, dira Erwin Panofsky, organisé pour être perçu par un spectateur idéal, fixé au point de convergence des lignes parallèles qui se joignent à l'infini. C'est au travers de cette même technique originelle que naissent les architectures virtuelles d'Étienne Louis Boullé, de Claude-Nicolas Ledoux, qui bâtiront à côté de leurs rêves des architectures réelles, ou encore de Jean-Jacques Lequeux, qui, lui, ne construira rien. Architecture virtuelle, songe, architecture rêvée qui reste pourtant contenue dans une géométrie connue, explorée, maîtrisée, mais non bouleversée. Une virtualité classique, en somme.
Virtualité moderne du mouvement anglais Archigram, architecture d'exploration, consommable, éphémère, mobile, architecture virtuelle qui explore des espaces imaginaires, mais qui sont d'abord les témoins d'époques de rupture, de remise en cause d'un ordre social pesant, de rejet d'une censure ou d'une technique brutale qui impose un mode de production, un mode d'habiter et un modèle de vie contraint. Elle conserve pourtant, malgré une utopie affirmée, l'apparence de préoccupation constructive, l'aspiration à une technicité éprouvée au service d'espaces architecturaux surprenants, déroutants parfois, mais non inconnus. L'ordinateur a fait naître une autre culture, pense-t-on, un nouveau mode de conception, une culture numérique d'où semble jaillir un nouvel espace architectural, une nouvelle virtualité architecturale. Ceci ne s'est pas fait d'un coup. C'est l'aboutissement actuel et provisoire d'un usage de l'informatique. Il ne s'agit pas de cette architecture virtuelle qui reconstitue dans une réalité parfaite des monuments historiques et des quartiers entiers de villes anciennes que l'on peut découvrir et parcourir au gré de ses désirs. La fiction télévisée de la Rome antique de Marc-Antoine et d'Octave, le port d'Alexandrie au temps de Cléopâtre, illustre les extraordinaires possibilités de l'outil informatique. Ce n'est pas cette virtualité et cette virtuosité qui intéressent les architectes. Architecture virtuelle aussi dans laquelle se meuvent les adeptes de Second Life, espace virtuel où se déploient les exploits fantasmés d'une autre vie, espace dans lequel évoluent les héros d'un moment qui se présentent toujours au travers de stéréotypes dégradés d'une architecture pseudo-classique, des avatars de quelques Versailles caricaturés, ou pire, dans la modernité désuète de tours solitaires d'une banalité affligeante. Comme si, selon Antoine Picon, je le cite, « on ne pouvait concevoir l'espace virtuel que sous les espaces du simulacre, en référence à un univers matériel transformé en décor. » Il paraît d'ailleurs que des grandes sociétés d'informatique conscientes de cette indigence font depuis peu à des architectes pour corriger ces dérives et imaginer d'autres architectures moins banales. Il y a 10 ans, la journaliste Odile Fillon écrivait « L'ordinateur est aussi concepteur. L'architecte est invité à se reconfigurer, dit-elle. Il doit considérer l'ordinateur comme un complice et ne pas s'arc-bouter obstinément à son vieux copain, le crayon. » En effet, dans les premiers moments, l'ordinateur avait pour l'essentiel servi à rationaliser, puis à raccourcir le temps de production des documents graphiques nécessaires pour passer du projet à sa réalisation et à communiquer grâce à des perspectives séduisantes, faciles et rapides à produire. À ce stade, l'ordinateur n'est pas un véritable outil de conception. Il sert seulement à maîtriser l'assemblage de composants dont la combinaison raisonnée aboutira à des réponses fonctionnelles et techniques optimisées. Il ne s'agit pas d'architecture virtuelle, car dans une telle démarche, la part d'invention formelle et la dimension esthétique sont limitées, sinon ignorées. Je simplifie bien sûr. C'est d'un autre usage de l'informatique qu'exprimait le propos « l'ordinateur est aussi concepteur ». Il s'appliquait à la réalisation du musée Guggenheim à Bilbao de l'architecte américain Frank Gehry, qui conçut son projet à l'aide d'instruments traditionnels, croquis, schémas, maquettes d'études, mais qui multiplia ses recherches et développa son exploration de l'espace architectural à l'aide d'un logiciel mis au point par l'aérospatiale. Il transcrivait ou fit transcrire par des spécialistes en données numériques les volumes nés des maquettes artisanales que ses doigts ou ceux de ses assistants avaient manipulés, déformés. Par cette méthode, l'architecte et les ingénieurs vérifiaient dans une démarche simultanée et conjointe la compatibilité fonctionnelle, la faisabilité technique et la cohérence plastique dont Frank Gehry seul assumait la responsabilité. C'était une approche globale, exploratrice de l'acte d'architecture, mais du même ordre, si ce n'est du même niveau de complexité que la phase CAO évoquée précédemment. En effet,
L'articulation ou la désarticulation complexe, savante et la géométrie distordue des espaces intérieurs du musée Guggenheim étaient déjà virtuellement contenues dans les premiers traits de crayon ou les premières maquettes de l'architecte. Pour lui, le crayon ou le carton découpé et assemblé à la diable restaient de vieux copains. J'ai eu récemment encore confirmation de cette démarche en visitant avec 2 ingénieurs français, partenaires de Franck Gehry, le chantier du musée qu'il construit au bois de Boulogne. Ce sont ces mêmes moyens et cette même démarche que pratiqua Daniel Lipskin lorsqu'il traça les diagonales entrecroisées de l'implacable volet d'escalier qui bute aujourd'hui sur la paroi verticale ou l'oblique sombre de la tour qu'une brèche lumineuse ouvre sur le ciel. Il est difficile pour un non-architecte de déchiffrer dans cette virtualité énigmatique qui ne devait rien à l'ordinateur les prémices du futur musée juif de Berlin. C'est un nouvel usage de l'outil informatique que j'évoque ici. Celui qui renvoie à cette culture numérique d'où émergent des espaces virtuels que les architectes explorent et dont ils nourrissent leurs projets. Pour Antoine Picon, je le cite, « L'utilisation de l'ordinateur afin de produire des formes nouvelles et spectaculaires ne constitue qu'un aspect d'une dynamique de beaucoup plus grande ampleur, de même que l'invention de la perspective à la Renaissance était liée à des questions plus vastes que la seule recherche de la régularité géométrique. Une dynamique qui s'apparente, selon 2 universitaires canadiens, Guit et Lachapelle, à une quête esthétique qui puise dans une autre historicité que celle de la pensée rationaliste. Quête qu'ont exprimé les avant-gardes du début du XXe siècle, pour lesquelles la redéfinition de l'architecture moderne passait aussi par l'emploi de nouveaux moyens de représentation. De ces recherches expérimentales ou simplement ludiques, développées sans l'appui ou la contrainte de règles formelles, détachées de toute ambition de construire, pur exercice plastique, naît un nouveau monde de formes architecturales. Peut-être existe-t-il quelques sources lointaines à cette esthétique virtuelle née d'une culture numérique. Dans l'une de ses leçons, Gilles Deleuze cite cette phrase de Paul Cézanne. « Traiter l'architecture par le cône, le cylindre et la sphère, le tout mis en perspective. » Il remarque, comme beaucoup de commentateurs, que Cézanne exclut le cube. Il exclut, dit Gilles Deleuze, parce qu'à la suite de l'art grec, le cube a été la forme fondamentale des rapports dans l'espace. Dans ce cube, dit-il encore, sont inscrites les coordonnées spatiales de la figure. Peut-être cette réflexion trouve-t-elle un prolongement inconscient dans cette rupture stylistique qui caractérise une partie de l'architecture contemporaine, libérée du cube, libérée de toute orthogonalité. J'ai dit combien l'inertie des masses, celle du béton, de la pierre et de l'acier, pèse dans l'articulation des volumes et l'imbrication des espaces lorsque l'architecte veut de toute son énergie que ce qu'il conçoit prenne corps et s'érige lentement dans la réalité du chantier. Pourtant, des réalisations contemporaines récentes, achevées ou en cours de construction, telles la Philharmonie de Paris, le Métropole Parasol de Séville, le Musée des Confluences à Lyon, la future couverture du Stade Vélodrome de Marseille, ou des projets pour l'instant à l'état de virtualité, tels le Centre culturel et cultuel russe à Paris, ou l'une des esquisses du Centre du vin à Bordeaux, semblent inspirés par ces enveloppes, ces textures, ces formes sans matérialité apparues sur les écrans. Ces tracés liquides, ces images virtuelles sans lien avec une réalité connue, une exigence ou l'apparence d'une préoccupation structurelle ou fonctionnelle, génèrent des volumes qui flottent sans attache avec un quelconque environnement, une quelconque géographie, un quelconque territoire, volumes virtuels qui deviennent parfois les monuments réels de l'urbanisme contemporain. Dans ce nouveau monde de formes, les plans séquents, la discontinuité volumique, l'orthogonalité, le cube, pour parler simple, s'effacent au profit de la continuité et de la fluidité des formes molles. Cette géométrie du fluide est d'une nature différente des surfaces gauches, des paraboloïdes hyperboliques des années 50,
qui furent aussi en leur temps les manifestes architecturaux d'une exploration esthétique d'un autre espace formel. Un univers moléculaire, biologique, liquide, parfois immatériel, se substitue ainsi au monde statique, minéral, cristallographique, discontinu de nos villes. Un nouvel univers que certains ont apparenté au baroque. Or, il y a longtemps déjà, des architectures émergèrent comme par enchantement, annonciatrices de ces formes qui naissent aujourd'hui de la culture numérique. Me viennent à l'esprit la tour d'Erich Mendelssohn, construite en 1921 à Potsdam, pour abriter un institut d'astrophysique destiné à vérifier la théorie de la relativité d'Albert Einstein, et les œuvres de Gaudi à Barcelone et de Le Corbusier à Ronchamp. Architecture de la fluidité, enveloppement organique, prémisse des volumes lisses et continus tracés aujourd'hui par les ordinateurs. Cette culture numérique dont on parle aujourd'hui ne serait alors que l'expression contemporaine d'une émotion esthétique et d'un monde de formes que des architectes de génie ont déjà exploré par les seuls outils d'une étonnante simplicité dont ils disposaient à leur époque. Merci, mon cher confrère. La parole est maintenant à Monsieur Serge Haroche, délégué de l'Académie des sciences, pour la lecture de son discours intitulé « Le virtuel en physique ». Comme nous le constatons aujourd'hui, on peut aborder le virtuel avec l'approche du financier, de l'architecte, de l'écrivain ou du philosophe. Je voudrais quant à moi parler du rôle fondamental que joue ce concept pour le physicien. Passons sur un aspect évident de la question. Le virtuel a envahi notre vie par l'intermédiaire d'écrans reproduisant la réalité ou par le truchement de réseaux permettant la création de communautés d'internautes évoluant dans un monde artificiel. Ce virtuel-là est une conséquence des avancées de la science, du développement d'ordinateurs et de systèmes de communication rapides et puissants. Il y aurait beaucoup à en dire, peut-être plus en anthropologie qu'en physique, tant sont importants les effets qu'il induit sur notre façon d'appréhender le monde. Mais ce n'est pas de cela dont je parlerai. Je m'intéresserai au virtuel non pas comme conséquence de la science, mais plutôt comme élément constitutif essentiel de la démarche scientifique. Commençons par un premier sens du mot. Est virtuel ce qui n'existe encore qu'en puissance. La science, qui cherche parmi les possibles explications du monde celle qui correspond à la réalité des observations, est naturellement amenée à envisager des entités potentielles, dont certaines finissent par accéder au statut du réel, alors que d'autres disparaissent parce qu'elles sont infirmées par l'expérience. L'atome en est un exemple éclatant. Envisagé par les philosophes dès l'Antiquité, il est entré dans le débat scientifique au XIXe siècle comme une entité permettant d'expliquer des phénomènes aussi divers que les réactions chimiques et les propriétés des gaz. Mais l'atome était-il réel ou simplement un concept commode auquel on pouvait trouver une alternative ? Pendant longtemps, les scientifiques se sont opposés à ce sujet. Les atomes ne se sont imposés qu'au début du XXe siècle, lorsque les preuves de leur existence sont devenues si convaincantes que les reléguer au domaine du virtuel est apparu comme un artifice encombrant. Aujourd'hui, physiciens, chimistes et biologistes observent et manipulent des atomes et des molécules isolées, et ce débat est clos. D'autres entités, introduites pour expliquer la structure de la matière, ont connu une histoire analogue. Même un non-scientifique a entendu parler de l'antimatière, dont l'anti-électron ou positron a été le premier exemple. Cette particule, miroir de l'électron, qui lui est identique au signe de la charge près, a émergé sous une forme virtuelle des équations de la théorie quantique relativiste de l'électron avant d'être réellement observée. D'autres concepts n'ont pas eu cette chance et leur virtualité n'a pas résisté à l'épreuve de l'expérience. C'est le cas de l'éther, milieu hypothétique dans lequel les ondes lumineuses étaient censées se propager avant que la fameuse expérience de Michelson ne lui porte un coup fatal. Pour trancher entre virtuel et réel, l'expérience est donc essentielle. L'accélérateur de particules du CERN, le Large Hadron Collider ou LHC, a été conçu pour tenter de faire passer du virtuel au réel l'hypothétique boson de Higgs, particule dont l'existence serait la clé de voûte de notre système explicatif du monde, répondant à la question quasi métaphysique de savoir comment les particules ont acquis leur masse.
Les efforts gigantesques, financiers, intellectuels et technologiques investis dans cette recherche montrent combien notre civilisation attache d'importance à distinguer le virtuel du réel. Un autre exemple en est donné par les astrophysiciens, qui cherchent à percer le mystère de la masse manquante, dont l'existence est avancée comme explication possible d'observations astronomiques qui ne collent pas avec la répartition des masses connues dans l'univers. Cette recherche rappelle celle de la planète manquante, que les calculs de Leverrier et d'Adams attribuaient aux perturbations observées de l'orbite d'Uranus. Cette planète, baptisée Neptune, est passée du virtuel au réel en quelques mois, le temps pour l'astronome Gale de pointer sa lunette dans la région du ciel indiquée par Leverrier. Les astrophysiciens d'aujourd'hui, dans leur longue quête de la masse manquante, doivent envier cette rapidité. Le concept le plus virtuel à ce jour est sans doute celui des supercordes, éléments hypothétiques constituant ultime de la matière, dont la taille serait des milliards de fois inférieure à celle d'un noyau atomique. Ces lignes élémentaires minuscules, dont les vibrations sont censées décrire l'ensemble des particules constituant la matière, sont si petites qu'aucun accélérateur ne saurait les mettre directement en évidence. Sont-elles destinées à rester éternellement virtuelles, ou peut-on espérer déceler un jour les effets de leur existence? Je reviendrai plus loin sur ce point crucial. La physique ne s'attache pas seulement à décrire la structure des systèmes, depuis l'échelle subatomique jusqu'aux dimensions de l'univers. Elle doit également rendre compte des lois de leur évolution. Là encore, la distinction entre réel et virtuel est essentielle. Considérez un rayon lumineux se propageant d'un point à un autre. Quel chemin va-t-il prendre? Un principe fondamental de l'optique, dû à Fermat, nous dit que le chemin suivi est celui qui rend minimal le temps de propagation de la lumière entre les deux points. Si le milieu transparent est homogène, le chemin de temps minimal est évidemment le plus court, la ligne droite entre les deux points. Si par contre le rayon lumineux parcourt un milieu inhomogène où la vitesse de la lumière varie, le chemin de temps minimal sera courbe, favorisant une trajectoire plus longue dans la région où la lumière va plus vite. L'inflexion des rayons lumineux dans un milieu formé de strates d'air chaud où la vitesse de la lumière est grande et d'air plus froid où elle se propage plus lentement donne naissance au mirage, objet virtuel par excellence, dont l'apparition est une conséquence directe du principe de Fermat. Mais que signifie au juste ce principe? Si la lumière choisit le chemin de temps le plus court, c'est que d'une certaine façon, elle est capable de le comparer aux autres chemins possibles qu'elle ne suit en quelque sorte que de façon virtuelle. Bien sûr, cette comparaison n'a rien d'anthropomorphique. Il ne s'agit que d'une propriété mathématique des équations de propagation des ondes lumineuses. De même, le chemin suivi par une particule matérielle entre deux points est celui qui minimise non plus le temps de parcours, mais une autre quantité appelée l'action. Parmi tous les chemins virtuels possibles est réellement suivi celui le long duquel l'action est minimale. Ce principe, dû à Maupertuis, conduit à une formulation de la mécanique équivalente à celle des lois de Newton. Cette notion de virtuel opposé au réel est indissociable du fait que les processus de la nature obéissent à des lois mathématiques, exprimant des relations entre des formes, ici des trajectoires de particules. Parmi ces formes, certaines correspondent aux phénomènes réels et les autres à des phénomènes virtuels non réalisés, mais dont la prise en compte mathématique est essentielle pour déterminer ce qui se passe réellement. Comment la nature choisit-elle entre les chemins virtuels celui bien réel qu'elle suit? À cette question apparemment naïve, la physique quantique apporte une réponse qui donne à la notion de processus virtuel une signification profonde. La matière, comme le rayonnement, possède à la fois des propriétés ondulatoires et corpusculaires. La lumière, classiquement considérée comme une onde, est aussi formée de grains élémentaires, les photons dont les rayons lumineux sont les trajectoires. De même, les constituants de la matière sont à la fois des particules et des ondes, les fameuses ondes postulées par Louis de Broglie en 1923. Alors que des particules classiques sont bien localisées, les ondes sont partout à la fois, occupant virtuellement tout l'espace où elles peuvent se propager. La longueur d'onde, la distance qui sépare deux crêtes successives de l'onde de matière à un instant donné, est d'autant plus petite que la masse de la particule et sa vitesse sont plus grandes. Comment concilier alors ces deux notions apparemment contradictoires d'onde et de particule? Considérez l'événement suivant. Une particule passant à un instant donné en un point, matérialisée par un trou dans un écran, se trouve un instant plus tard en un autre point où elle traverse un autre diaphragme percé dans un autre écran. Comment s'est-elle propagée entre-temps? Si c'est une onde, elle va être partout à la fois, apparaissant comme une somme d'ondelettes dont les phases varient rapidement le long des différentes trajectoires virtuelles que l'on peut imaginer entre les deux trous. Une propriété essentielle des ondes est leur capacité à se combiner, à interférer. Des ondelettes de phases différentes se brouillent, annulent leurs amplitudes en certains points et les ajoutent, les renforcent en d'autres.
Si la particule est classique, parce qu'assez massive ou rapide, les ondelettes associées de très courte longueur d'onde interfèrent de façon destructive dès que la trajectoire s'écarte du chemin réel d'action minimale. Le long des trajectoires virtuelles, les phases se brouillent, l'intensité des ondes devient négligeable, tout comme la probabilité de trouver la particule en ces points. On retrouve ainsi le principe de Maupertuis. Qu'advient-il maintenant si la particule est très légère et que sa longueur d'onde devient comparable à la taille des trous délimitant sa trajectoire? Les phases des chemins virtuels se brouillent moins et la particule commence à apparaître en des points interdits par les lois de la physique classique. On observe ainsi des phénomènes de diffraction et d'interférence d'ondes de matière avec des électrons, particules subatomiques très légères, ou même avec des atomes très lents refroidis par interaction avec de la lumière laser. Cette physique des atomes froids connaît actuellement un grand développement. Elle étudie en un sens le comportement de la matière hors de la trajectoire balisée de la physique newtonienne, le long de chemins que la physique classique considère comme virtuels. Ces principes se généralisent à d'autres phénomènes en physique microscopique. Intéressons-nous par exemple à la force d'interaction entre deux atomes. Comprendre la nature de cette force est essentiel pour la chimie et la biologie, puisque c'est elle qui conditionne la liaison des atomes entre eux et qui explique la structure de la matière, inerte ou vivante. La physique quantique en donne l'interprétation suivante. Un des deux atomes émet un photon qui se propage jusqu'à l'autre qui l'absorbe. Puis le second atome rend au premier un photon par un processus inverse. La force entre les atomes résulte de cette sorte de jeu de ping-pong dans lequel les deux atomes échangent des grains de lumière. Pour calculer cette force, il faut sommer les contributions de processus correspondant à toutes les énergies possibles des photons échangés, tout comme il faut, pour comprendre la propagation d'une particule entre deux points, tenir compte de tous les chemins virtuels possibles menant de l'un à l'autre. Ce qui rend étrange cette transaction entre les atomes, c'est que l'énergie globale n'est pas conservée dans ces étapes intermédiaires, en violation d'une loi fondamentale de la physique classique. Le premier atome n'a pas l'énergie nécessaire pour créer un photon. Il faut en quelque sorte qu'il emprunte cette énergie, qui se trouve restituée dans l'état final, lorsque le second atome le lui a renvoyé. Cet emprunt d'énergie est permis dans le monde quantique, à condition qu'il dure un temps d'autant plus court que la quantité d'énergie empruntée est plus grande. La situation n'est finalement pas si différente de celle rencontrée en économie, et cela nous ramène au premier discours de cet après-midi. On ne peut emprunter que jusqu'à un certain niveau dépendant de la durée du prêt, et il faut toujours, à la fin, que les comptes soient équilibrés. Les photons de masse nulle peuvent avoir une énergie très faible, et donc cet emprunt d'énergie peut durer relativement longtemps, permettant à des atomes éloignés de plusieurs fois leur taille d'interagir. Ce processus d'échange est dit virtuel, car les photons intermédiaires ne sont pas réellement observables. Ils correspondent à une étape du calcul mathématique par lequel on évalue la force interatomique. À l'intérieur du noyau des atomes, les protons et les neutrons interagissent par des forces dites d'interaction forte, à l'origine de l'énergie nucléaire, qui sont beaucoup plus grandes que les forces interatomiques de la chimie, mais de beaucoup plus courte portée. Le physicien japonais Yukawa a fait dans les années 30 l'hypothèse que ces forces étaient le résultat de processus virtuels d'échange de particules massives qu'il a appelées mésons. Connaissant la portée de ces forces, il a prédit l'ordre de grandeur de la masse de ces mésons, dont la découverte dans des rayons cosmiques a ensuite confirmé l'existence. Cette histoire illustre deux sens du mot virtuel. La considération de processus quantiques virtuels a permis l'émergence d'une particule nouvelle, virtuelle, jusqu'à ce que l'expérience lui confère le statut du réel. Les processus virtuels à l'origine des forces entre particules modifient également leurs propriétés intrinsèques. Un atome entouré d'un nuage de photons virtuels qu'il émet et réabsorbe continuellement voit son énergie légèrement changer. Des observations spectroscopiques précises ont permis de mesurer cette modification et ont ainsi mis en évidence les effets bien réels de ces processus virtuels. D'autres processus virtuels prédits par certaines théories, dont celle des supercordes, devraient produire des effets analogues, dont l'observation pourrait apporter une preuve indirecte de l'existence de particules nouvelles trop massives pour être réellement produites par le LHC. La physique quantique peut donner un autre sens, encore plus étonnant, à la notion du virtuel. Une mesure résulte toujours de l'interaction du système mesuré avec l'appareil qui l'observe. Alors qu'en physique classique, cette interaction révèle l'état du système sans le perturber, en physique quantique, l'interaction avec l'appareil de mesure produit une perturbation incontrôlable et conduit à un résultat de mesure aléatoire, la théorie ne permettant que de prévoir sa probabilité. Ce caractère intrinsèquement probabiliste de la physique quantique rompt avec le dogme du déterminisme absolu énoncé par Laplace comme une conséquence des lois de Newton.
Bien qu'il ait bouleversé les conceptions newtoniennes par sa théorie de la relativité, Einstein n'a jamais accepté de renoncer au déterminisme classique. Pour lui, Dieu ne pouvait jouer au dé avec le monde. Les physiciens quantiques plus radicaux, emmenés par Bohr et son école de Copenhague, se sont affranchis de cette conception et ont établi les règles du calcul de probabilité régissant ces jeux quantiques de la nature, règles que toutes les expériences ont confirmées à ce jour avec précision. Imaginons un de ces jeux. Un atome présentant un aspect ondulatoire marqué passe à la fois par deux trous rapprochés percés dans un écran. Il est alors dans une superposition de deux états. Si on cherche à mesurer sa position, on le trouvera aléatoirement passer par un trou ou par l'autre, mais aux grandes dames d'Einstein, rien ne permettra avant la mesure de prédire dans quel trou on va le trouver. Envisageons, en suivant la fameuse parabole de Schrödinger, que cet atome localisé en deux points à la fois soit utilisé dans un dispositif létal pour un chat. Si l'atome passe par un des trous, un détecteur déclenche une arme tuant le chat, alors que s'il passe par l'autre trou, rien ne se passe et le chat reste vivant. Si l'atome est une onde passant par les deux trous à la fois, on doit admettre que le chat de Schrödinger est, avant observation, suspendu entre la vie et la mort. Et cette superposition étrange doit donner lieu à des phénomènes d'interférence quantique. De telles expériences ont été réalisées non pas avec des chats réels, mais avec des ersatz de chats, petits systèmes constitués de quelques particules, et les prédictions de la physique quantique ont été vérifiées parfaitement sur ces systèmes. Je ne parle ici de ces expériences que parce qu'elles nous permettent d'introduire, pour interpréter la mesure, le point de vue des multi-univers proposé dans les années 1950 par le physicien Everett, qui était choqué que le sort du chat soit décidé de façon aléatoire. Pour échapper à cette conclusion, il a imaginé que chaque mesure est une bifurcation dans un espace des possibles, que le chat et l'observateur se retrouvent à la fois dans deux mondes différents, celui où le chat est vivant et l'observateur conscient de voir un animal en vie, et celui où le chat est mort et l'expérimentateur désolé d'observer ce tragique résultat. Si l'on est dans la peau de celui qui voit le chat vivant, on se trouve complètement déconnecté du monde parallèle où l'autre éventualité est réalisée. Rien ne nous permet de dire si cet autre monde existe, et en ce sens, il est virtuel. Étant donné le nombre de mesures quantiques qui se produisent autour de nous à chaque instant, chacune conduisant, suivant cette interprétation, à une bifurcation entre différents mondes possibles, le nombre d'univers ainsi générés donne un vertige bien plus grand que celui produit par la nouvelle de Borges du jardin des sentiers qui bifurquent. En ce qui concerne les prédictions que l'on peut faire sur les mesures, l'approche des multi-univers est cependant en tout point équivalente à celle de l'école de Copenhague. Si elle est réconfortante pour d'aucuns car elle évite d'une certaine façon l'indéterminisme absolu, elle est vue cependant par la plupart des physiciens comme un jeu bien peu économique en termes de représentation du monde. Cette exploration du virtuel en physique nous a conduit au-delà du point où beaucoup de physiciens aimeraient s'aventurer. Pour aller plus loin encore, je conclurai en disant que les univers parallèles peuvent être envisagés pour des raisons autres que la recherche d'une interprétation de la mesure quantique. Ils sont une riche source d'inspiration pour certains cosmologistes se laissant aller à des spéculations proches de la science-fiction. Des variantes de la théorie du Big Bang suggèrent par exemple que des univers disjoints coexisteraient dans des bulles d'espace-temps séparées, ne pouvant communiquer entre elles. Les constantes fondamentales de la nature prendraient des valeurs différentes dans ces univers disjoints, ne réalisant que dans certains d'entre eux, et par pur hasard, les conditions compatibles avec l'émergence de la vie. Cette idée séduisante permet d'éviter de donner une explication anthropique à notre existence, en lui conférant une interprétation quasi tautologique. Comme nous ne pouvons nous trouver que dans le monde dont les constantes fondamentales sont ajustées pour rendre notre existence possible, nous n'avons pas plus à nous en étonner que le gagnant à la loterie n'a à chercher une explication surnaturelle à sa bonne fortune. Mais là, je m'égare franchement, rien ne permettra sans doute jamais de tester la réalité de cette virtualité-là. Merci, mon cher confrère. La parole est maintenant à M. Michel Zinc, délégué et président de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour la lecture de son discours intitulé « Le virtuel, futur du passé ». Le mot « virtuel » sonne comme un slogan de notre modernité. Que peut bien y entendre l'Académie des inscriptions et belles-lettres vouée à l'étude du passé? Tout au plus pourra-t-elle se targuer d'utiliser comme tout le monde ces techniques nouvelles pour faire surgir intact et complet, pimpant et plus neuf que neuf, un bâtiment vieux de plusieurs millénaires dont le plan se devine à peine sur le sol. Tout le reste, les mutations
de la civilisation et des comportements humains induites par le virtuel, les lendemains numériques qui chantent, bref, tout ce qui est important échappe aux vieux savants et aux vieux enfants que nous sommes et est réservé aux vraies grandes personnes qui, le sourcil froncé, scrutent l'avenir. Elles ont raison. Le virtuel ne s'entend que par référence au futur, puisqu'il existe, on le répète depuis le début de l'après-midi, ce qui existe en puissance, virtus, et attend d'exister en acte. Mais il existe un futur du passé. Si le passé n'est plus, où est-il ? Demande saint Augustin. Il est dans notre pensée, où il a une existence virtuelle qu'il est en notre pouvoir d'actualiser par l'érudition, par la compréhension, par le goût et la sensibilité. Certes, nous le trahissons en nous l'appropriant, mais avons-nous le choix ? S'il ne vit pas dans notre présent, il est mort. Et à l'inverse, vivre le présent sans y actualiser le passé est une mutilation insupportable. Nous le savons bien quand il s'agit de nos souvenirs et de notre mémoire individuelle qui souhaite être amnésique. Ce n'est pas moins vrai s'agissant de la mémoire collective. Enfin, la science d'aujourd'hui, nous venons d'en avoir une démonstration magistrale, nous donne une conscience aiguë du virtuel. Nous plaçons donc rétrospectivement dans cette catégorie désormais familière des phénomènes ou des effets que d'autres époques ont connus, mais qu'elles désignaient autrement. Il fut un temps où l'on parlait de la fée électricité. Ce fut la première et la dernière fée née des découvertes de la science. La fée nucléaire aurait eu des côtés Carabosse et nul ne souffle mot d'une fée numérique. Pourtant, le monde virtuel auquel ouvre le numérique ressemble à un conte. Il nous plonge dans un récit fragmentaire, mais indéfiniment poursuivi, qui est à côté de la réalité et qui cependant ne cesse de communiquer avec elle, d'agir sur elle et de s'actualiser en elle. Extraits et images des événements du monde, arguments des jeux vidéo, invitations à projeter ou à inventer des éclats de sa propre histoire à travers un blog ou un profil social. Un récit qui s'actualise dans le réel au point de modifier, nous le voyons chaque jour, le destin des individus et le cours de l'histoire. Aucun d'entre nous n'a rencontré la fée numérique parce que nous ne croyons plus aux fées. Imaginons cependant qu'un de nos ancêtres, qui se serait endormi dans le repos supposé éternel vers la fin du règne de Philippe Auguste, par exemple, ou sous celui de Saint Louis, victime d'une insomnie, revienne parmi nous. Il croirait sans peine à une fée numérique, peut-être même à un diable numérique. Mais s'il nous était donné à l'inverse de l'accompagner à l'époque d'où il serait venu, ce serait notre tour d'être étonné d'y rencontrer à chaque instant un monde virtuel dont nous croyons volontiers qu'il n'existe que par les pouvoirs nouveaux de la science. Je ne parle pas du monde de l'imagination qui est de toujours, ni d'un monde banalement fictif, mais bien d'un monde virtuel dénué de chair mais non de réalité, n'existant que dans sa représentation, mais agissant sur nous comme nous agissons sur lui, un monde interactif. Nous voyant avides de nouveautés, notre compagnon aurait à cœur de satisfaire ce goût, pourtant suspect sinon diabolique à ses yeux, en nous donnant à lire le dernier roman paru de son vivant, le Haut Livre du Graal, ou Perlesvos. Il est très long. Nous n'irions pas au-delà de l'épisode préliminaire. L'écriture manuscrite et la langue vieillie nous lasseraient vite. Mais cela suffirait. Un jeune écuyer doit se lever avant l'aube pour accompagner le roi Arthur à une chapelle située au fond de la forêt. Il s'endort la veille au soir, tout habillé, dans la grande salle. Il a peur de ne pas se réveiller à temps. Il rêve qu'il se réveille dans la nuit
et que le roi est déjà parti. Et il se lance affolé à sa poursuite jusqu'à la chapelle. Anxieux d'apporter au roi la preuve de sa venue, il y prend un chandelier et le cache dans sa botte. Un grand homme noir lui reproche ce vol et lui porte un coup de couteau. De terreur et de douleur, il pousse un hurlement qui le réveille et qui réveille tout le château. Il conte son rêve, tire le chandelier de sa botte et meurt de la blessure reçue dans son rêve. Dans notre langage, ce rêve est un rêve interactif pour le pauvre écuyer. Il n'est pas seulement en ce que la fantasmagorie a un effet réel et mortel, il l'est aussi en un sens plus profond. Le rêve de l'écuyer naît de son anxiété de n'être pas à la hauteur de sa mission et de décevoir le roi. Il est si inquiet à l'idée de ne pas se réveiller à temps qu'il anticipe son voyage et qu'il le vit dans la virtualité du rêve, tant il a peur d'en manquer l'actualisation. Cette peur de manquer à ce qu'il doit faire est telle qu'il commet un vol pour prouver sa venue à la chapelle, se créant du coup une nouvelle culpabilité si oppressante qu'il trouve le moyen d'en être châtié dans le rêve lui-même. Et il n'en réchappera pas. Alors évidemment, sauf dans les romans de la table ronde, on ne meurt pas d'une blessure reçue en rêve. Mais ne peut-on mourir d'une angoisse telle qu'elle suscite des rêves où l'on reçoit une blessure mortelle? L'angoisse de ne pouvoir remplir l'obligation qui pèse sur soi, de ne pouvoir actualiser la virtualité du devoir, appelle l'actualisation d'une autre virtualité, la mort. Voilà ce que nous disent au XIIIe siècle les premières pages de ce roman étrange. Il est une autre angoisse que celle de manquer à la réalisation de son devoir, celle de manquer à la réalisation de son désir. Dans les deux cas, le temps nécessaire pour passer de ce qui est en puissance à ce qui est en acte est une source d'anxiété. Une source d'anxiété, certes, dirait notre ami venu du Moyen-Âge, mais le désir, ajouterait-il, est aussi une jouissance que l'on entretient en retardant sa réalisation. J'exhorte celle que j'aime à me faire languir longtemps, implore le troubadour Marcabru. Cette jouissance du virtuel, ajouterait-il, existe si bien que l'Église la condamne sous le nom de délectation morose, delectatio morosa, non pas morosa avec un O bref qui signifie triste, mais morosa avec un O long, dérivé de mora, le retard, délectation retardée à laquelle Charles Baladier a consacré un beau livre. Et il nous citerait, notre ressuscité, de nombreux poèmes, généralement en Languedoc, qui célèbrent le désir comme plaisir virtuel. Des épîtres amoureuses en vers, dites saluts d'amour, dans lesquels le poète Arnaud de Mareuil, par exemple, décrit pour le bénéfice de son aimé la délicieuse torture de ses nuits où l'insomnie alterne avec la brève et décevante extase d'un rêve érotique. Je n'échangerai pas cette illusion contre une seigneurie. Nous citerai des chansons, celle où Geoffrey Rudel, le prince de Blaye, que son amour de loin, cher à Amin Malouf, rendait expert en amour virtuel, assure que lorsqu'il est tourmenté dans la veille et les songes du sommeil, sa joie est merveilleuse, ou celle où il a l'impression de chevaucher à reculons vers elle, tandis qu'elle va fuyant. Celle où Bernard de Ventadour, dans son style coulant et limpide, celle où Rimbaud d'Orange, dans son style obscur et contourné, assure chacun que même s'il n'est pas aimé, son seul désir lui procure une joie telle que la glace et le givre lui paraissent les fleurs colorées du printemps, des fleurs inverses, et tant d'autres, jusqu'à celle où Arnaud Daniel se définit en 3 vers célèbres, comme celui dont les virtualités ne s'actualiseront jamais et qui s'acharne
vers l'impossible accomplissement du désir. Je suis Arnaud qui amasse le vent et chasse le lièvre avec le bœuf et nage contre le courant. Cette poésie donne à entendre que, comme quelqu'un l'a dit, rien n'a plus d'existence que ce qui nous manque. Est-il plus bel éloge du virtuel? Il faudrait que nous eussions le cœur bien dur et l'âme bien vilaine, comme dirait notre interlocuteur, pour ne pas le sentir. Pour mettre cependant un terme à son flot de citations, nous tenterions de faire appel, nous aussi, à nos poètes. Nous remonterions hardiment à l'aube de la technique, en des temps où l'on ne pouvait imaginer le monde virtuel qu'à travers la technologie sommaire du gramophone dont on tourne la manivelle pour entendre pendant 3 minutes la voix nasillarde d'un absent. Et que trouverions-nous? Le Roi Lune, cette nouvelle où Apollinaire décrit un gramophone qui enregistre et reproduit non des sons mais des images. S'agit-il tout bonnement d'un cinématographe, comme disent, selon le même Apollinaire, les vieux professeurs de province? Point du tout, car les corps féminins enregistrés à un instant du passé et brièvement restitués par l'appareil ont une épaisseur et une consistance. Ils peuvent être non seulement vus, mais touchés, et même davantage, comme le narrateur le constate par lui-même, non sans quelques difficultés, précise-t-il cependant. La technique est encore archaïque, l'appareil n'était pas très puissant, dit-il, et la possession, malgré tout, virtuelle. On peut admirer l'imagination perverse et en un sens prémonitoire d'Apollinaire dans un domaine du virtuel que l'honnête homme se doit d'ignorer. Pour la poésie, en revanche, on l'a connue mieux inspirée. Celle du Moyen-Âge est plus habile à dire le plaisir virtuel inhérent au désir. Peut-être, mais que nous importe. Ce n'est jamais que de la poésie, et comme on nous le répète à l'envi, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge et nous avons perdu la conscience d'un virtuel lié à ce qu'étaient alors les représentations de la foi. Parlant précisément de la jouissance dans l'inaccomplissement du désir, qui était alors célébré par les poètes, Léo Spitzer écrivait « La conscience du réel irréel est un trait de l'esprit chrétien médiéval pour qui le monde invisible existe et le monde visible existe comme s'il n'existait pas. » Le Moyen-Âge se plaît ainsi au récit de miracles. Le miracle, comme le virtuel, est en puissance, puisqu'il est, répètent les évangiles, un signe qui n'existe que si, perçu comme tel, il est actualisé dans la compréhension qu'il reçoit. De même que notre interlocuteur nous aurait chanté des chansons des troubadours, il pourrait nous conter des miracles qu'on peut dire virtuels, en ce qu'ils n'existent pas pour leurs bénéficiaires, mais sont des signes pour leurs témoins. La Vierge, la statue de la Vierge, sourit à l'amoureux éconduit qui ne l'a pas renié alors qu'il a accepté de renier Dieu pour obtenir du diable les faveurs de celle qu'il aime. Il ne voit pas ce sourire, prostré qu'il est au pied de la statue, mais celle qu'il avait repoussée l'a vue. La Vierge et son cortège céleste rendent visite la nuit au pauvre fou de Dieu. Il dort et il ne le sait pas, mais le pécheur venu lui demander secours en est témoin. Dans ces récits, le miracle, plus qu'un fait, est à la fois le signe qui convertit celui qui en est le témoin et le signe de sa conversion. La jeune femme, au fond de l'église où prie le renieur, l'excommunié, caché dans la chapelle où dort le fou de Dieu, voit ce qu'ils ont besoin de croire pour franchir le pas auquel ils sont appelés. Le miracle est virtuel en ce qu'il peut n'exister que dans la perception de son témoin, sans pour autant cesser d'être un miracle. C'est que chacun est un converti en puissance. On m'accusera de jouer sur les mots.
Que nous importent, encore une fois, les formes que prenait le virtuel dans le passé? Elles existaient, bien entendu, qu'en dire de plus? Rien sans doute, sinon que pour comprendre la place nouvelle, qu'occupe le monde virtuel à notre époque, il faut prendre conscience que les révolutions techniques ne contiennent pas en elles-mêmes leur propre sens et que la capacité à jouer avec le virtuel, comme la tentation d'en être dupe, ne sont déterminées que pour une part par la technologie. On craint parfois que le nouveau monde virtuel atténue la conscience du monde réel. Ce brouillage sera-t-il pire que celui produit depuis toujours par l'illusion romanesque ou celle du spectacle, dont on est tout à la fois volontairement et involontairement la dupe, à laquelle on croit sans y croire? C'est possible. Comment le savoir? Oscar Wilde n'est plus là pour nous dire si l'on souffre plus ou moins de la mort de Lucien de Rubempré par le truchement d'un écran interactif. Vous savez, Oscar Wilde disait que le plus grand chagrin de sa vie avait été la mort de Lucien de Rubempré à la fin d'Illusions perdues. Autrefois, dit-on, lors des représentations de Britannicus, l'acteur qui jouait Narcisse se faisait huer par le public lorsqu'il déclamait « Et pour nous rendre heureux, perdons les misérables, les malheureux ». Et à la fin de la pièce, des spectateurs l'attendaient à la sortie des artistes pour lui faire un mauvais parti. Il voulait lui faire un mauvais parti. Il le prenait donc pour Narcisse. Il l'attendait à la sortie des artistes. Il savait donc que c'était un acteur. Et que dire de Don Quichotte? Aujourd'hui, ce genre de confusion serait attribué au danger de l'Internet. Hier, il l'était à l'illusion du cinéma. Qu'on se souvienne de cette scène des Carabiniers de Jean-Luc Godard. 2 soldats entrent dans une salle de cinéma. Sur l'écran, on voit une dame dans une baignoire dont le rebord cache ce que la décence interdit de montrer. Les 2 soldats font des bonds dans l'espoir stupide d'en voir plus. Déçus, ils entreprennent d'escalader l'écran en s'accrochant à la toile qui s'effondre. Derrière, on découvre une arrière-cour sordide meublée de quelques poubelles. La dame et la baignoire ont bien sûr disparu. Nous pourrions appeler virtuel le monde créé par la lecture, puisque le mot est une présence faite d'absence. Nous pourrions appeler virtuel le monde créé par le cinéma. Nous réservons le mot au monde nouveau créé par les techniques numériques et leur matérialisme de l'incorporel, pour détourner une formule de Michel Foucault. Monde nouveau, en effet, mais dont tous les effets sont anciens. Souvent, les changements du monde sont à la fois plus profonds et moins radicaux qu'on ne croit. C'est une nuance que seul le regard sur le passé permet de saisir. Je vous remercie. Merci, mon cher confrère. La parole est maintenant et enfin à Monsieur Jean-Luc Marion, délégué de l'Académie française, pour la lecture de son discours intitulé « Le virtuel et le possible ». Aujourd'hui, nous savons, ou du moins nous ressentons sans parvenir vraiment à le comprendre, que l'image nous fait défaut au moment précis où les images nous engloutissent d'un flux sans limite ni fin. Plus exactement, ce qui nous submerge sous le titre d'image, encore maintenu mais désormais inadéquat, ne répond plus à ce que la philosophie nous en apprenait. Depuis Platon, l'image s'imposait en se distinguant du réel, et l'incompatibilité de leurs 2 modes de visibilité définissait l'irréductibilité de leurs 2 modes d'être. L'un, celui de l'essence, l'autre, celui d'une apparence supposée simple. Le savoir consistait alors à passer de l'image à l'essence, de l'apparence à l'apparition. Cette distinction prit une rigueur plus nette lorsqu'Aristote l'inscrivit explicitement dans la différence de 2 manières d'être de l'essence. D'une part, l'essence accomplie,
où la forme elle-même visible, suprêmement visible comme eidos, forme, allure, absorbe dans la netteté de son contour l'indétermination de son matériau, car il convient de ne pas entendre la hulée comme une simple matière. Matériau toujours changeant, variable et provisoire. Ce matériau fluent caractérise l'image et permet l'illusion, tandis que la forme met en lumière ce qui, dans chaque chose mondaine, parvient à son acte pour un temps présent et étant. L'essence se lie alors, dans l'accomplissement de sa forme, en acte, tandis que la mutabilité de son matériau reste en puissance d'elle-même. Acte et puissance, énergeia et dynamis, définissent ainsi les modes d'être de ces deux modes de visibilité, l'essence réelle de la chose et l'apparence irréelle de l'image. Entre ces deux modes d'être, la hiérarchie ne se discute pas. Aristote ne cesse d'insister que même temporellement, l'énergeia précède la dynamis et la détermine de part en part. L'usage commun de ce que nous nommons le virtuel pouvait jusqu'à récemment se définir dans ce cadre. La réalité virtuelle, en fait un oxymore précisément parce que la res, au sens strict, ne se manifeste jamais qu'en énergeia et non pas en virtualité, la réalité virtuelle, donc, restait un monde irréel, doublon illusoire, juxtaposé imaginairement au monde réel, celui des essences en forme et acte. L'immense domaine du virtuel pouvait se déployer, certes, mais pour la conscience commune, en fait la conscience métaphysique, il ne le pouvait que dans les réalités, soit légitimes mais inopérantes, celles des lettres, des arts et des rêves, de la spéculation donc, soit illégitimes et potentiellement dangereuses, celles de l'idéologie et des fausses sciences. Le virtuel, pourtant, a secoué le joug de l'essence en acte. Lorsque Descartes et ses contemporains, déjà médiévaux, eurent décidément posé que nous ne connaissons les choses que par les idées que nous en avons, les états mentaux qui les représentent au double sens de la représentation, faire voir, mais aussi tenir lieu en remplaçant l'absence par une lieu-tenance, ils n'imposèrent pas seulement, Descartes et ses contemporains, seulement l'universel intermédiaire d'un film de visibilité entre notre esprit et le monde, où toute la difficulté reviendrait à séparer les représentations qui font voir une réalité de celles qui masquent sous l'apparence l'absence de choses, en sorte que la vérité devienne le combat du certain contre l'incertain, par l'épreuve du doute. Ils allèrent, Descartes et ses contemporains, aussitôt un pas plus loin. Si connaître signifie connaître par des idées, la différence entre les idées vraies et les idées fausses se joue donc dans le champ de l'image, entre celles qui confondent ou manquent les caractères de la chose et celles qui les font voir clairement distinctement. Ces idées vraies n'offrent dès lors plus les formes de l'essence de la chose en acte, mais ce qui en rend certaines les propriétés telles que nous pouvons les reconstituer de notre point de vue et non suivant l'essence de la chose, inatteignable directement. Ces idées vraies, pour nous, Descartes les réduit aux deux critères de ce qu'il nommait la mathesis universalis, la science universelle, non pas la mathématique universelle, mais la science universelle, dans son langage, l'ordre et la mesure. Dans le nôtre, la mise en ordre par des modèles organisant les informations et la réduction à la quantification même de ce qui relève de la qualité, c'est-à-dire des paramètres. Mathesis universalis, modèles et paramètres y définissent l'objet qui fait l'économie de la forme essentielle de la chose et annonce l'écart que Kant a fixé entre la chose en soi et le phénomène. L'objet devient ainsi un phénomène, en droit, sinon en fait, intégralement réductible à ce qui nous apparaît. En ce sens, l'objet phénoménal appartient lui aussi au virtuel. Il substitue à la chose en soi ce qu'en abstrait l'entendement qui peut prévoir des objets non encore confirmés par l'expérience, expérience qui ne peut les reproduire à l'identique, en laboratoire, en faisant abstraction des indéterminations de toute chose réelle, qui peut enfin les produire et reproduire dans l'effectivité industrielle, en ajoutant au monde des choses en soi
une quasi-matérialité, en principe intégralement déterminée. L'objet industriel accomplit dans les faits l'indépendance du virtuel face à l'essence des choses qu'il ignore et qu'il remplace. La dynamis, la puissance, la virtualité, désormais relayée par l'objet, s'instaure de plain-pied face à l'énergeia des choses, recluse dans un en-soi désormais inaccessible. Telle fut la première émancipation du virtuel par la constitution d'une science de l'objet qui caractérise la métaphysique et la modernité classique qui l'a provoquée. Mais notre temps, en ce sens postmoderne, voire sans doute post-métaphysique, expérimente désormais une deuxième émancipation du virtuel. La première émancipation dépendait de la puissance de modélisation et de paramétrage des sciences exactes. Mais cette puissance avait des limites, non seulement celle du calcul et de la collection des données, mais surtout celle de l'abstraction des objets ainsi reconstitués. Intelligibles, certes, mais au moins pour l'immense majorité des usagers et même des techniciens, encore peu sensibles et peu intelligibles. Cet obstacle a été levé presque d'un coup par le calcul informatique et l'imagerie électronique. Confirmant la remarque de Nietzsche, selon laquelle la rationalité moderne se caractérise moins par le triomphe des sciences que par le triomphe sur les sciences elles-mêmes de la méthode en elle, la méthode a donc produit les moyens d'étendre l'ordre et la mesure cartésiens au-delà des limites de l'intelligibilité mathématique et formelle, en permettant la démultiplication indéfinie des mesures, des calculs et des paramètres d'une part, et surtout en transposant les modèles explicatifs en images, celles que nous nommons désormais les images virtuelles. Il ne s'agit d'ailleurs plus seulement de la production de modèles d'objets par la création d'images mobiles et modifiables sur des écrans d'ordinateur à la mesure de la volonté de vérité, autant dire de la volonté de puissance. Il ne s'agit pas seulement non plus de la production industrielle d'images de fiction par l'industrie du divertissement, ni même de l'organisation tentaculaire par des réseaux dits sociaux d'un nouveau flux de visibilité sur écran qui double et engloutit la visibilité immédiate des choses en soi, et même la visibilité conditionnée et immédiate des objets de la technique. Il s'agit de deux faits absolument nouveaux. D'une part, le fait que les images produites par l'ordinateur, c'est-à-dire par l'universel outil de l'objectivation, étendent leur modélisation et leur paramétrage au-delà des limites du monde des choses, sans commune mesure avec sa finitude, et qui n'en constitue, le monde des choses, qui n'en constitue désormais plus qu'un canton étroit, peu accessible et parfois déjà presque oublié. La noosphère éclipse la sphère physique de la Terre, bleue comme une orange. D'autre part, et surtout, l'hégémonie, pour ainsi dire, spatiale du virtuel, devenue une image plus souvent, voire plus intensément visible, par haute définition, comme l'on dit, que ce qu'éclaire la lumière du soleil, le dispense de toute référence à et de tout contrôle par les choses du monde, leur essence et leur énergeia. Le virtuel, en devenant l'image inconditionnée et de référence, prend son indépendance, devient lui aussi réel, voire infiniment plus réel que l'essence dissoute des choses. Le virtuel confisque la vertu d'exister en la produisant sans condition ni borne. Que le virtuel devienne exactement le réel, rien ne le prouve mieux que notre conviction qu'un réel qui ne serait pas encore imaginé, ni même imaginable, nous apparaîtrait désormais comme tout simplement irréel. Pour être, il faut, comme le disaient déjà les publicités naïves d'il y a 10 ans, avoir été vu à la télévision, ou, dit dans les termes du jour, vu sur la toile. Certes, il s'agit là d'un aboutissement du principe de la métaphysique post-cartésienne, celle de l'ontologie des modernes, qu'être se résume
soit à percevoir, c'est-à-dire concevoir, mettre en image, virtualiser, soit à être conçu, c'est-à-dire modélisé, paramétré, et là encore mis en image. Esse est percipere aut percipi, cette phrase de Berkeley est devenue la règle de notre quotidiennité sur écran. Certes, il s'agit aussi ici de l'inversion du rapport entre le monde idéal et le monde phénoménal qu'annonçait Nietzsche dans un texte fameux, et même de la disparition de la nostalgie de la chose en soi qui hantait encore heureusement Kant. Mais il ne s'agit pas pour autant de la libération des droits de la chose à se manifester comme telle à partir d'elle-même, tâche encore inaccomplie et que s'est fixée la phénoménologie depuis l'instauration de la phénoménologie par Husserl. Il s'agit d'un épisode plus banal, plus menaçant aussi, et malgré le torrent de bavardage qu'il suscite sous les titres divers de révolution informatique, de communication et de médiologie, de monde virtuel et de royaume des images, plus énigmatique. Il n'est pas certain que les techniciens des sciences et les philosophes de la communication en disent aujourd'hui plus ou mieux que ce qu'en constataient par avance des marginaux du discours public. Pour n'en citer qu'un, mentionnons évidemment ici Guy Debord, qui dès 1967, c'est-à-dire avant l'intrusion de l'ordinateur, avant même l'imposition de la télévision globale, décrivait la société postmoderne comme celle de l'universel, et j'ajouterais de l'irrémédiable spectacle. Je cite, « La réalité surgit dans le spectacle et le spectacle est réel. Cette aliénation réciproque est l'essence et le soutien de la société existante. » On reconnaît ici la société du spectacle. Le spectacle, c'est-à-dire le virtuel s'emparant du réel, s'érige en l'existence même de la société. Rien d'autre que ce qui est vu en image ou prévu en modèle n'est véritablement. L'ontos on, l'être véritablement étant de Platon, ne s'oppose plus à l'apparence et ne concentre pas en lui l'apparition suprême de l'idée du bien. Il ne consiste qu'en l'apparence, qui seule a les prestiges du bien et du vrai. Quelle question nous pose l'empire du virtuel de l'image, s'imposant comme la réalité, du spectacle comme manière d'être? À l'évidence, il s'agit d'un des noms, ou plutôt des pseudonymes du nihilisme. Cet horizon, lui vraiment indépassable jusqu'à l'épreuve du contraire, de la sortie de la métaphysique. Mais que pouvons-nous en dire de plus? Pouvons-nous repérer ce qui fait ou ferait exception à l'empire du virtuel? Revenons pour ce faire au point de départ. Le virtuel s'oppose à l'essence comme la dynamis, la simple potentialité, s'oppose à l'actualité, l'énergeia, d'une forme accomplie de l'essence. Son autonomie, puis sa suprématie, s'inscrivent ainsi dans le cadre du renversement du platonisme, du monde idéal par le monde apparent, où celui-ci finit par s'emparer du privilège de l'effectivité dont se targuait exclusivement le premier. Pour le dire comme Deleuze, l'un des premiers à avoir posé à nouveau frais, mais dans la droite ligne de Bergson, la question du virtuel, je le cite, « Le virtuel ne s'oppose pas au réel, mais seulement à l'actuel. Le virtuel possède une pleine réalité en tant que virtuel. Le virtuel doit même être défini comme une stricte partie de l'objet réel. » Ainsi, le virtuel triomphe parce qu'il devient pour nous le nom même du réel, plus exactement de l'effectivité des choses réduites au spectacle, à leurs images. Et cette effectivité se trouve scellée quand l'argent assume l'image, ce qui se produit d'autant plus facilement que l'argent lui-même se résume à une image. Mais où se trouve-t-il une exception possible à l'effectivité, même devenue celle du spectacle virtuel? On ne peut pas ne pas entendre ici la déclaration, certes encore énigmatique, de Heidegger. Plus haute que l'effectivité se tient la possibilité.
Oui, mais quelle possibilité? Il n'y aurait rien de plus facile que de confondre la possibilité avec le virtuel, puisqu'il suffirait de ne pas voir que le virtuel au sens contemporain s'identifie avec le réel, donc avec l'effectivité du réel, loin, comme dans la métaphysique ancienne ou classique, de s'y opposer. Or, rappelle bien Deleuze, le virtuel post-métaphysique se caractérise justement par son effectivité, et même son effectivité débridée et inconditionnée, qui s'oppose radicalement au possible. Je cite, « Le seul danger en tout ceci, c'est de confondre le virtuel avec le possible, car le possible s'oppose au réel, le processus du possible est donc une réalisation. Le virtuel, au contraire, ne s'oppose pas au réel, il possède une pleine réalité par lui-même. Le virtuel imagine le possible et le rend ainsi imaginairement effectif. Mais comme pour lui, l'effectivité ne fait qu'un avec le spectacle et l'image, il le nie en tant que non-effectif, en tant que possibilisation du possible radical. Comment donc concevoir le vrai possible, celui qui ne pourrait jamais devenir virtuel, ni jamais se donner en spectacle, ni jamais se laisser imaginer et imager? Il faudrait le concevoir comme un événement, c'est-à-dire comme ce qui advient incontestablement et publiquement dans l'effectivité, sans pourtant se laisser précéder ou prévoir par la moindre image préalable, la moindre essence concevable d'avance, le moindre modèle visible et donc la moindre attente prévisible. L'événement se conçoit comme ce que ni les dirigeants politiques, ni les responsables économiques, ni les sages du monde ne prévoient jamais, et devant quoi ils invoquent l'excuse accusatrice de que, je cite, « personne ne pouvait le prévoir ». La Première Guerre mondiale, la révolution bolchevique, la chute du bloc soviétique, l'attentat du 11 septembre, voire l'indécidé printemps arabe, personne ne pouvait les prévoir. Ou du moins, personne ne les a prévus. Et l'événement se vérifie, après coup, en restant encore et pour longtemps incompréhensible, non modélisable, sans essence identifiable, bref, en restant inimaginable, surtout et même une fois effectif. Devant, ou plutôt dans l'événement, le témoin, c'est-à-dire aussi l'historien au début de son herméneutique sans fin, ne peut dire que ce que j'ai entendu autour de moi un jour à Boston quand 2 tours s'écroulaient en feu. Ce n'est pas possible. Une effectivité qui reste impossible, c'est-à-dire qui est à la fois effective et infra-effective, une effectivité qui reste impossible à comprendre, à modéliser, à mettre en image pour se donner en spectacle, ainsi se définit, sans définition, l'effectivité irréductible de l'événement, c'est-à-dire la véritable possibilité du possible. Car le possible n'est pas ce qui attend son passage à l'effectivité, pourvu qu'on fasse encore un effort pour en devenir le producteur ou le révolutionnaire, comme s'il ne dépendait que de nous de le produire, de créer un événement, comme on dit trop facilement, mais ce qui ouvre un nouvel espace à la liberté et la sauve de l'illusion mortelle de la toute-puissance. Merci, mon cher confrère. La séance est levée.
temps.